C'est bon. « 1848, Adolphe Thiers, futur massacreur de la Commune, a dit « Les ouvriers les plus instruits et qui gagnent le plus sont tout à la fois et les plus déréglés dans les mœurs et les plus dangereux pour la paix publique. Lire, écrire, compter, voilà ce qu'il faut apprendre. Quant au reste, cela est superflu. Il faut bien se garder surtout d'aborder à l'école les doctrines sociales qui doivent être imposées aux masses. » 1859, Henri de Broucker, Premier ministre belge, a dit « Si vous obligez le père de famille à envoyer dès le matin son enfant à l'école, vous ne pouvez pas l'obliger à l'y envoyer à jeun. Vous devez tout au moins lui assurer un morceau de pain. Avant qu'on puisse exercer l'intelligence, il faut commencer par nourrir le corps. Or, ce serait là du socialisme, du communisme, dont je ne veux à aucun point de vue. » 1859, John Stuart Mill, philosophe et économiste britannique, a dit « Une éducation générale et étatisée n'est qu'un appareil à façonner les gens pour qu'ils soient exactement semblables entre eux. Et le moule utilisé est celui qui plaît au pouvoir prépondérant. Et dans la mesure où l'appareil est efficace et où il est aussi réussi, il établit un despotisme sur les esprits qui, par une pente naturelle, conduit à un despotisme sur les corps. » 1864, Frédéric Bastiat, économiste français, a dit « On parle beaucoup depuis la République d'instruction gratuite. C'est le communisme appliqué à une branche de l'activité humaine. L'instruction est gratuite, et ce n'est pas seulement l'instruction gratuite qu'il faudrait demander à l'État, mais la nourriture gratuite, etc. Mais quoi? Est-ce que l'alimentation n'est pas plus nécessaire encore? Qu'on y prenne garde. Le peuple en est presque là. Dupe d'un mot, nous avons fait un pas vers le communisme. Quelle raison avons-nous de ne pas en faire un deuxième, puis un troisième, jusqu'à ce que toute liberté, toute propriété, toute justice y ait passé? 1878, Léopold II, roi des Belges, a dit « L'enseignement donné aux frais de l'État aura pour mission, à tous les degrés, d'inspirer aux jeunes générations l'amour et le respect des principes sur lesquels reposent nos libres institutions. » 1889, Guillaume II, empereur du Reich allemand, a dit « Voilà longtemps que me préoccupe l'idée d'utiliser l'école dans chacune de ses subdivisions en vue de contrecarrer la propagation des idées socialistes et communistes. L'école devra en tout premier lieu jeter les bases d'une saine conception des relations publiques et des relations sociales en instillant la crainte de Dieu et l'amour de la patrie. » 1889, William Torres Harris, philosophe américain, alors ministre de l'Éducation, a dit « Nos écoles ont été scientifiquement créées pour empêcher que quiconque ne devienne trop éduqué. L'Américain moyen doit se contenter de jouer le rôle qui est le sien dans la vie, sans être tenté par un autre. » 1908, Charles Wust, président du Parti catholique belge, a dit « Nous voulons préserver l'intelligence et l'âme de nos enfants. 2.
la contagion des mauvaises doctrines, nous avons peur de leur empoisonnement. 1996, l'OCDE a dit « Si on diminue les dépenses de fonctionnement, il faut veiller à ne pas diminuer la quantité de services rendus, quitte à ce que la qualité baisse. On peut réduire par exemple les crédits de fonctionnement aux écoles, aux universités, mais il serait dangereux de restreindre le nombre d'élèves ou d'étudiants. Les familles réagiront violemment à un refus d'inscription de leurs enfants, mais non à une baisse graduelle de la qualité de l'enseignement. Et l'école peut progressivement obtenir une contribution des familles ou supprimer telle activité. Cela se fait au coup par coup, dans une école, mais non dans l'établissement voisin, de telle sorte que l'on évite un mécontentement général des populations. Voilà, bon, ça c'est ce qu'on appelle une volée de citations. Pour préparer la conférence d'aujourd'hui, on a pensé qu'il y en avait bien besoin parce que on va défendre une thèse qui est inattendue, contre-intuitive et dérangeante en fait. La thèse qu'on va défendre, c'est que la bourgeoisie, elle a développé l'enseignement, pas du tout pour notre bien, bien entendu, hein, mais pour le sien, hein, pour son hégémonie. L'école est d'abord et avant tout un moyen de répondre aux besoins économiques, d'asseoir l'hégémonie de la bourgeoisie, etc. Et donc, comme c'est une idée qui est à 1000 lieues de ce que nous pouvons avoir dans la tête, et il fallait donc prévoir, on va dire, une préparation d'artillerie. Hein, voilà. Bon, quand on aborde l'école, l'étude de l'école, de l'histoire de l'école au XIXe siècle, il y a 3 écueils dont il faut se garder. Le premier, c'est de mettre sur un piédestal, au XIXe, la séquence des années 1880, Monsieur Jules Ferry. Et donc c'est l'école de la troisième, avec des tirets entre chaque mot, hein, l'école de la Troisième République. Bien, le deuxième écueil, c'est de tenir pour négligeables toutes les politiques conduites avant la Troisième République. Et puis, il y a un troisième écueil, c'est d'ignorer, de tenir pour, alors, quantité plus que négligeable, l'école, le projet scolaire, on ne peut pas dire l'école, mais le projet scolaire de la Commune de Paris, en 1871. Donc on va essayer de se tenir à bonne distance de tous ces écueils, de tous ces défauts. Nous allons parcourir le XIXe siècle à très grandes enjambées, avec des bottes de 7 lieues, bien entendu. Hein. On ne va pas rentrer... Nous n'allons rentrer dans aucun détail, mais nous allons quand même respecter les grandes étapes, l'Empire, la Restauration, 1815-1830. À propos de la Restauration, nous allons faire un petit zoom sur quelque chose de particulier que je vais appeler l'aventure de l'enseignement mutuel. Alors là, ça va m'entraîner un petit peu plus loin d'ailleurs que la Restauration, puisque l'enseignement mutuel, c'est 1800, année 1810, année 1830. Ensuite, je reviendrai à la monarchie de Juillet, je reviendrai en arrière pour la monarchie de Juillet, 1830-1848. Après quoi, on dira quelques mots de 1848 et de la Seconde République, puis le Second Empire, puis la Commune de Paris, et enfin, bien sûr, le moment Jules Ferry. Voilà. Dans la trace écrite, vous trouverez les références bibliographiques. L'Empire. Alors, l'Empire. Pour l'Empire,
l'enseignement primaire n'est absolument pas une priorité et le bilan de l'Empire pour l'enseignement primaire, il est tout à fait bien maigre, bien maigre. Françoise Mayer dit que l'Empire est une période d'inaction pour l'instruction primaire. En fait, cette dernière, elle est abandonnée aux frères des écoles chrétiennes, elle est abandonnée aux bons soins des frères des écoles chrétiennes. Antoine-Augustin Cournot, qui a été membre du Conseil royal de l'université et du Conseil impérial de l'instruction publique au moment de l'Empire napoléonien, s'exprime ainsi sur cette période, mais beaucoup plus tard, en 1863, c'est-à-dire presque un demi-siècle, 45-50 ans après. Le législateur de 1802 eut la sagesse de s'abstenir des promesses ambitieuses. Il confia aux municipalités le choix des instituteurs, aux sous-préfets la surveillance et la direction des écoles, mais il n'imprima pas effectivement d'impulsion nouvelle. Voilà. Donc il faut dire qu'il y a aussi un autre élément qui pèse lourd, c'est le manque d'argent. L'Empire est presque toujours en guerre et l'argent manque pour ces choses-là. Il ne manque sans doute pas pour la guerre, mais il manque pour ces choses-là. Et puis de toute manière, ce n'est pas pour déranger l'empereur qui sur ces questions est d'un très très grand pragmatisme. C'est ainsi que le 11 mars 1806, il déclare au Conseil d'État: ceux qui proposent de laisser les frères ignorantins, c'est-à-dire les frères des écoles chrétiennes, en dehors de l'université, ne s'aperçoivent pas qu'ils vont contre leur but. C'est en les comprenant dans l'université qu'on les rattachera à l'ordre civil et qu'on préviendra le danger de leur indépendance. Il ne s'agit pas de savoir si on les établira. Le fait est qu'ils existent malgré l'administration. Je conclus qu'il vaut mieux les régulariser. Ils ne seront plus dangereux dès qu'ils n'auront plus de chefs étrangers ou inconnus. J'adore ce genre de pragmatisme et de cynisme d'État. Bon, des progrès vont quand même avoir lieu dans l'alphabétisation tout au long de l'Empire, mais, dit Cournot, ils ne sont point dus à un mouvement révolutionnaire, mais à un mouvement de civilisation générale, dont l'efficacité devait tenir surtout au retour de la paix, à l'accroissement de la fortune publique et à une émulation ou une imitation résultant de la faculté, de la facilité de rapprochement entre les peuples. Voilà. Donc on va se limiter à peu près à ça pour l'Empire. Cette inaction ne veut quand même pas dire que l'Empire, l'empereur et surtout l'empereur plus que l'Empire ne vont pas se préoccuper de la formation de l'hégémonie bourgeoise, bien entendu. On aura l'occasion, quand on va aborder la question sous l'angle de la philosophie, on aura l'occasion de se rendre compte qu'il n'en est rien, que c'est un sujet de préoccupation. Mais pour l'Empire, les frères des écoles chrétiennes sont là, et ça va très bien comme ça. Donc nous laissons ici l'Empire, et nous passons à la Restauration. La Restauration, elle va prendre une série d'ordonnances, notamment en 1816, dont les responsables à l'époque mirent en évidence les ruptures qu'elles introduisaient, disait-il, avec l'Empire, mais qui, avec le recul du temps, paraissent globalement en continuité avec celui-ci, avec l'Empire. De toute manière, l'argent manque tout autant que sous l'Empire, et les instituteurs tout autant que sous l'Empire. Je vais vous parler de l'ordonnance, d'une ordonnance, donc c'est une ordonnance du 29 février exactement. On considère que c'est un des textes fondateurs
de l'enseignement public au XIXe siècle. On peut y lire, sous la plume du roi Louis XVIII, nous étant fait rendre compte de l'état actuel de l'instruction du peuple des villes et des campagnes dans notre royaume, nous avons reconnu qu'il manque, dans les uns et les autres, un très grand nombre d'écoles. Donc, qu'est-ce qu'elle fait l'ordonnance du 29 février 1816? Elle confie le suivi du primaire aux collectivités locales et aux notables et au clergé. Collectivités locales, notables, clergé, sous la supervision des préfets et des sous-préfets, est institué un comité gratuit et de charité dans chaque canton pour surveiller les écoles et inciter à en créer là où il faudrait, là où elles manquent. C'est un tout début d'intervention de l'État qui est ainsi institué, sauf que le texte va connaître peu d'application parce que, toujours pareil, parce que le financement manque. Donc il y aura peu d'application. Et donc, globalement, la Restauration, tout comme l'Empire, elle a marqué peu d'intérêt pour l'instruction populaire et les initiatives les plus spectaculaires, elles sont venues d'ailleurs que de l'État, elles sont venues de la société civile et c'est là où j'en viens à ce que j'appelais tout à l'heure l'aventure de l'enseignement mutuel. Alors, l'aventure de l'enseignement mutuel, elle commence par un fait marquant qui intervient le 22 juillet 1817. Françoise Mayer relève que, par deux arrêtés, l'enseignement mutuel obtient le principe d'une école modèle dans 12 départements. Plus modestement, dans 24 autres départements, un des instituteurs primaires en exercice sera chargé par le recteur de l'académie de donner dans son école des exemples des procédés de la méthode d'enseignement mutuel, moyennant la modeste rétribution de 100 francs. Alors, ces initiatives, elles ont été poussées, donc je l'ai dit, par la société civile et en particulier par les milieux libéraux qui sont attentifs à l'évolution des besoins de l'économie et qui plaident à cette époque-là pour une instruction plus soutenue, plus substantielle. En 1815, donc 2 ans avant l'arrêté qui a été cité, et en 1815, un groupe d'hommes influents avait créé la Société pour l'instruction élémentaire, SIE, Société pour l'instruction élémentaire, pour promouvoir, face à la méthode de l'enseignement simultané des frères des écoles chrétiennes, la méthode de l'enseignement mutuel en vigueur en Angleterre. Et le préfet de la Seine va soutenir leur action avec l'approbation de la famille royale. Alors j'insère là 2 définitions, enseignement simultané, enseignement mutuel. C'est quoi ça? L'enseignement mutuel, vous le connaissez aussi bien que moi. L'enseignement simultané, vous le connaissez aussi bien que moi, que nous le connaissons tous, c'est celui que nous avons tous connu. C'est-à-dire un enseignant devant 25, 30, 35, 40 élèves, 50 élèves en classe préparatoire aux grandes écoles, etc. Bien. Voilà, ça c'est l'enseignement simultané. L'enseignant s'adresse à un certain nombre d'élèves. L'enseignement mutuel, c'est complètement différent. Alors, un effort d'imagination. Il faut imaginer une vaste halle, genre, c'était le cas après la Révolution, genre une église désaffectée. Il faut imaginer, 30-40 mètres de long. Et le long des parois, de part et d'autre, vous avez des petits postes matérialisés par un espèce de pupitre en arc de cercle devant lequel
se poste un répétiteur. Je vais y revenir. Et un petit groupe d'élèves. Donc vous avez comme ça, tout le long de l'église, de chaque côté, une demi-douzaine, voire une dizaine de petits groupes comme ça qui fonctionnent. Ça fait du bruit, hein. Ça fait du bruit. D'où un effort de discipline absolument extraordinaire. Hein. Furieux, une discipline furieuse. Alors, attention, il n'y a qu'un seul instituteur pour tout ça. Il est perché sur une estrade à une extrémité de la salle de l'église, une estrade de 50 cm de haut. Il faut qu'il voit bien son monde. Hein. Et il a des répétiteurs comme interlocuteurs. Lui, il a une baguette, hein, et il y a toute une grammaire, je dirais, d'utilisation de la baguette. Un coup, c'est tel geste, deux coups, c'est tel autre geste, un coup bref, un coup long. Vous imaginez un truc genre morse. Bien. Et donc, le maître indique les moments où on se situe dans l'acte d'enseignement. Et les répétiteurs qui sont ces interlocuteurs dans les petits groupes, eh bien ce sont quoi? Ce sont des élèves. Ce sont des élèves. Il n'y a qu'un seul instituteur. Donc, l'école est tout entière dans l'église, entre 100 et 300 élèves, quelquefois plus. Vous avez donc plusieurs centaines d'élèves dans le même lieu, on va dire dans la même halle, pour ne pas trop centrer sur les églises, et un instituteur avec une armée de répétiteurs. Vas-y. C'est au niveau primaire? Oui, primaire. Et les répétiteurs surveillent évidemment les ordres de l'instit, et voilà comment les choses se passent. Il faut évidemment que les répétiteurs aient une petite idée de ce qui va se passer dans la matinée, de ce que sont les intentions de l'instituteur, et donc les répétiteurs sont réunis par l'instituteur 1 heure avant l'ouverture de l'école, qui leur explique, qui leur fait en fait l'enseignement à toute vitesse, mais les répétiteurs, ils sont futés, plus âgés, plus ou moins expérimentés. Hein. Quelle tranche d'âge? C'est entre, on va dire, entre 6, 7, 8 et 13, 14 ans. Voilà. Donc chaque élève, ou un grand nombre d'élèves, enseigne au niveau inférieur à leur âge. Voilà. À 12 ans, on enseigne à des élèves de 10 ou de 11, etc., tout au long des âges, de la chaîne des âges. Et ça, c'est comme ça que ça se passe. Et on verra, je vais revenir sur l'efficacité de ce système plus loin. Et ça fonctionnait en France comme ça? Alors, ça a fonctionné en France pendant, à plein régime, pendant une vingtaine d'années. Mais vous allez voir la suite, elle est surprenante. Ça avait été expérimenté, mais les royalistes ne s'en vantaient pas, par Lazare Carnot, parce que Lazare Carnot, qui était le conventionnel régicide, l'organisateur de la victoire sous la Révolution, était revenu pendant les 100 jours comme ministre de l'Intérieur de Napoléon. Ah, c'est ça. Et il avait essayé un système de ce type, où les grands enseignaient aux plus petits, comme ça, en pyramide. Voilà. Et oui. Et, mais vous allez voir, ça a fonctionné donc une vingtaine d'années, un petit peu plus à Paris,
et dans certaines grandes villes. Pourquoi? Parce que c'était relativement aisé de trouver, disons, 200-300 élèves et de les mettre dans un grand endroit avec les répétiteurs, etc. Ça l'était beaucoup moins de trouver 200 ou 300 élèves à la campagne. On aurait toujours pu l'imaginer, mais à ce moment-là, ces pauvres élèves, ils seraient venus il aurait fallu aller les pêcher 40 km à la ronde. Ça ne pouvait donc pas fonctionner. L'enseignement mutuel n'a jamais pris à la campagne. Jamais. Jamais. Il n'a pris que dans les villes. Bon, il fallait que les autorités le soutiennent, parce qu'il n'était pas intuitif non plus. Hein. Les pauvres, dès qu'ils ont vu fonctionner l'enseignement mutuel, ils ont vite compris que c'était bien pour eux, parce que c'était pas cher. Quelquefois même, selon la sensibilité des autorités locales, ça pouvait être gratuit pour les pauvres. Et on comprend pourquoi, il n'y avait qu'un seul institut à payer, pour 300 élèves. Et donc, ça pouvait être gratuit, et les gueux, l'enseignement mutuel, pas mal. Mais vous allez voir, il y avait d'autres défauts qui ont mis fin à l'expérience. Donc, voilà pour les définitions. Voilà ce que on trouve comme témoignage anonyme sur le fonctionnement de l'enseignement mutuel. Voici un témoignage anonyme. On se plaisait à voir les enfants se partager le pain de la science et s'évangéliser, pour ainsi dire, les uns et les autres. On pensait aussi les accoutumer à obéir, en les exerçant à commander. On espérait même leur inculquer les principes de l'équité, en les habituant à rendre entre eux la justice. Ils entretenaient la justice. À certains jours, dans les circonstances graves, la classe était érigée en tribunal. Le coupable était traduit devant des moniteurs. La cause était instruite, plaidée, jugée en due forme. Un autre témoignage, c'est celui d'Octave Gréard, qui est un responsable scolaire de la ville de Paris, de la Seine, sous le Second Empire. C'était un spectacle saisissant. Au premier aspect, que ces longs et vastes vaisseaux qui contenaient une école entière, comme les plus anciennes générations de nos maîtres se souviennent encore d'en avoir vu à l'Audra. Sur les côtés, tout le long des parois, des séries de demi-cercles autour desquels se répartissaient les groupes. Devant chaque cercle, un tableau noir où se faisaient les exercices de calcul et auxquels étaient suspendus les exercices de lecture et de grammaire, avec la baguette dont s'armait le moniteur. Au fond, sur une haute estrade, et accessible par les degrés et entourée d'une balustrade, la chaire du maître, qui, s'aidant tour à tour du bâton ou du sifflet, réglait comme un capitaine sur le pont de son navire toute la manœuvre de l'enseignement. Voilà. Donc l'enseignement mutuel, il plaît aux libéraux, que j'ai évoqués tout à l'heure, parce qu'il coûte beaucoup, déjà parce qu'il coûte beaucoup moins cher, il n'y a qu'un seul enseignant à rémunérer. Alors que l'enseignement simultané, c'est une classe, un enseignant. Bon, ça, c'est une première chose. Et dans la revue de l'enseignement mutuel, de la Société de l'instruction élémentaire, ce type d'argument, alors là, il est expliqué en long, en large et en travers. Et dans le contexte de l'industrialisation en cours, qui s'est un petit peu accélérée depuis les tout débuts du XIXe siècle, avec la transformation des emplois qui l'accompagnent, eh bien, c'est une formule intéressante. Le côté paquebot
hein, 30, 40, 50 mètres comme ça. Le côté paquebot, vaste halle industrielle de l'enseignement mutuel, plaît aussi à ces messieurs qui sont souvent des capitaines d'industrie. Je dis ces messieurs, je ne dis pas ces messieurs-dames, nous sommes au 19e siècle. Et donc les libéraux sont souvent des capitaines d'industrie. Le fonctionnement concret, donc, ça vient d'être dit, est censé accommoder, accoutumer les élèves à la discipline, mais aussi à la prise d'initiative pour les répétiteurs en particulier, et à la coopération, puisque les élèves s'instruisent mutuellement. Autant de qualités prisées pour les postes qui sont en train de se développer dans les nouvelles entreprises. Alors que l'enseignement simultané des frères des écoles chrétiennes, à cette époque on dit les frères, hein, ou les ignorantins quand on veut quand on est de la bourgeoisie évidemment moderne et moderniste, on dit les ignorantins, ou bien on dit les frères, c'est les frères. Voilà. Et c'est les frères des écoles chrétiennes. On trouve leurs écoles simultanées empreintes quand même de religion, de religiosité, de dévotion, etc. Et les libéraux ne trouvent pas ça très approprié aux besoins de l'époque, aux mœurs, au climat et à la mentalité de l'époque. Et ce sont évidemment, bien sûr, ces derniers considérants sur religion, religiosité, dévotion, qui vont être mis en avant par les libéraux pour stigmatiser l'enseignement simultané et promouvoir l'enseignement mutuel. En réalité, la vraie raison, c'est l'autre raison, c'est-à-dire sur les emplois, le coût, etc. Et donc, je le disais par anticipation, l'enseignement mutuel plaît aussi aux classes populaires, donc je n'y reviens pas puisque c'est moins cher et éventuellement même gratuit. C'est tellement vrai que lors des journées de juillet, un mot d'ordre sera « Vive l'école mutuelle, à bas les ignorantins ». Voilà. Donc, bon, mais les pouvoirs publics vont avoir finalement un problème avec cet enseignement. Donc c'est la réponse que je ne voulais pas dévoiler par anticipation, mais que voici. Bon, déjà, ce qui est un problème, c'est que les pauvres se sont entichés de l'école mutuelle. Ça suffit déjà à la disqualifier, quoi. Un truc dont les pauvres s'entichent, c'est n'importe quoi. Mais en plus de ça, il y a encore un autre problème, c'est que l'enseignement mutuel est efficace. Il permet de réduire la durée de l'instruction primaire de 6 à 3 ans. On apprend à lire, écrire, compter, vite fait, bien fait, en 3 ans. L'enseignement simultané des frères, 6 ans. Donc ça fait beaucoup de défauts et écoutez ce qu'en pense le Conseil général du Calvados en 1822. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Comment emploieront-ils le temps qui s'écoulera de 9 à 13 ans, c'est-à-dire jusqu'au moment où l'accroissement de leurs forces les rendra aptes aux travaux qui doivent assurer leur existence? Que feront-ils de leur liberté? Ne sera-t-elle pas souvent nuisible aux autres? Sera-ce au sein de leur famille entièrement occupée du travail nécessaire à leur subsistance qu'ils recevront les éléments de la partie de l'éducation la plus importante pour eux et la société, l'instruction morale et religieuse? Si le mode d'enseignement actuel, et surtout celui suivi par les frères des écoles chrétiennes, est moins accéléré dans son but, il offre des avantages pour le rapport de l'éducation morale qu'aucun autre ne peut remplacer. Ils seront maîtres, en quelque sorte, de l'emploi du temps des enfants, depuis leur berceau jusqu'à leur adolescence, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils puissent entrer utilement dans la société,
avec les connaissances convenables à leurs conditions et avec les habitudes de l'ordre, de la docilité, de l'application, du travail et de la pratique des devoirs sociaux et religieux. Voilà. C'est pas mal, non? Bon. Alors, on pourrait penser que l'histoire s'arrête là, que le texte est assez clair quand même. Eh bien non, il y a une suite. Oui, comme tu dis, le plus grand service à rendre à la société serait peut-être d'imaginer une méthode qui rendit l'instruction destinée à la classe inférieure et indigente de la société plus difficile et plus longue. Cette instruction, trop facilement acquise, engendre à la fois cette nombreuse bureaucréation qui dévore la France et cette foule dangereuse et désœuvrée qui en corrompt les mœurs. Il faut occuper les enfants de 4 à 12 ans, ne pas laisser se créer ce vide qui permettrait une instruction de 20 mois. L'enseignement mutuel est révoltant parce qu'il apprend à lire, à écrire, chiffrer machinalement. Voilà, donc vous ne rêvez pas, là ce sont des choses dénichées par des chercheurs dans les archives départementales du Calvados il n'y a pas très longtemps. Et j'attire votre attention sur la dernière phrase qui est cynique quelque part. L'enseignement mutuel est révoltant parce qu'il apprend à lire, écrire, chiffrer machinalement. Donc ils n'osent pas dire, plutôt que de revenir sur la vraie raison, hein, la religion, l'ordre public et autres, ah ben non, ils sont allés chercher cet argument pourri, c'est-à-dire on apprend à lire, écrire, compter machinalement. C'est inventé de toutes pièces. Alors, donc, voilà. Alors, il y a encore une suite. On pourrait se dire, mais bon, ça ne vaut pour personne alors, l'enseignement mutuel. Eh bien non, ça ne vaut pour personne. Non, 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 ça vaut pour quelqu'un. Ça vaut quand même pour les enfants des bourgeois. Les mêmes élus du Calvados qui refusent l'enseignement mutuel au peuple, eh bien, dans la même session, le même jour, ils disent que la méthode mutuelle a un sens pour les enfants des classes aisées. Là, ce n'est pas une citation, c'est une reconstruction du propos, qui, de toute façon, sont destinés à étendre leur savoir au maximum et ont donc intérêt à apprendre le plus vite possible les mécanismes de base indispensables. En chantant les termes lire et écrire, ils ont apprendre à lire et écrire machinalement. Je me pose la question, qu'est-ce que c'est l'opposé de cette méthode? Qu'est-ce que ça serait l'opposé? Eh bien, très sincèrement, je me le demande bien. Je me le demande bien. C'est pour ça que l'argument est spécieux, totalement spécieux. Parce que dans toute méthode d'enseignement, je vais prendre l'exemple d'aujourd'hui. Là, c'est tellement loin que, même moi, de toute façon, je manque d'éléments, évidemment, pour rentrer dans le détail. Mais l'exemple d'aujourd'hui, la querelle entre les méthodes de lecture qui agitent l'enseignement depuis des décennies. Bon, eh bien, ça par contre c'est un sujet que je connais, et ce que je sais c'est que les différentes méthodes en présence qui se disputent la prééminence, eh bien, dans la pratique, elles sont mises en œuvre conjointement par les enseignants. Il n'y a pas des enseignants qui appliquent une méthode et puis d'autres enseignants qui appliquent l'autre. En fait, les enseignants, ils appliquent tour à tour les deux méthodes. Les personnalités des personnes peuvent jouer sur le mixte, sans aucun doute, mais bon, il n'y a pas de méthode, comment dire, les méthodes machinales, on appelle ça aujourd'hui l'enseignement explicite.
sous l'influence de la recherche, surtout canadienne. Et bon, l'enseignement explicite qui fait appel à des situations bien cadrées, des gestes professionnels de la part de l'enseignant qui sont bien cadrés, procéduralisés, bon, ça, c'est incontournable si on veut intégrer les voyelles, les syllabes, tout un tas de règles diverses et variées. Mais à côté de ça, bien entendu, utiliser des textes à trous, des choses comme ça, c'est aussi indispensable pour avoir le côté créativité dans la pédagogie, hein, faire appel un peu plus. Donc, à l'époque, c'est pareil. J'ai posé la question, parce que je me rappelle, dans les années 80, on imposait aux professeurs de langue une méthode qui consistait à dire « Mais non, on n'apprend plus le vocabulaire de l'anglais, on n'emploie plus les règles de grammaire, il suffit que quelqu'un parle l'anglais et l'autre, par mimétisme, ils vont le retrouver. » Ça c'était complètement aberrant, ça donnait des résultats vraiment catastrophiques. Bien sûr. C'est une chose qu'on nous imposait. Bien sûr, et y compris l'institution. Ouais. Mais nous, c'est pareil, hein. Moi aussi j'ai ce souvenir-là, et les inspecteurs pédagogiques qui relayaient ça. Mais aujourd'hui, on a quand même une vision moins compulsive, enfin moins sectaire des choses. Et donc, l'idée, c'est plutôt aujourd'hui de dire les enseignants ont à leur disposition, d'une part, des résultats de recherche qui, au fil des décennies, se sont accumulés. Et je le redis, en particulier, la recherche canadienne a beaucoup accumulé de données sous le vocable général d'enseignement explicite. Bissonnette, Gauthier, des gens comme ça. Université de Laval, au Québec. Ils ont ça à leur disposition, et aussi ils ont à leur disposition leur expérience, leur parcours, qui peut aussi être d'ailleurs une expérience plurielle, c'est de collègues, d'équipes, de collègues d'établissement. Voilà. À une certaine époque, il y avait aussi des stages d'échange de pratiques. À Aix-Marseille, vous avez une université spécialisée dans les échanges de pratiques professionnelles. Voilà, ils ont ça à leur disposition. À eux d'en faire leur miel. Chacun son tempérament, évidemment, en matière d'enseignement. Et les gens, ils ne vont pas faire tous les mêmes choix, c'est sûr. En plus, les disciplines font que on n'enseigne pas du tout de la même manière la philosophie, ou bien les mathématiques, ou bien les sciences expérimentales, ou les langues, etc. On s'en parlait de l'EPS, hein, ou de l'éducation musicale, etc. Bon, donc il y a beaucoup de paramètres. Donc maintenant, l'idée, c'est plutôt de dire il faut faire confiance à l'enseignant pour faire tous ces choix-là. Et c'est tellement vrai que maintenant, d'ailleurs, la fonction, en tout cas dans le second degré, la fonction d'inspection a considérablement diminué. Maintenant, on inspecte un enseignant, je crois, 4 fois dans sa carrière, une fois dans les premières années de sa carrière, une fois dans les dernières années de sa carrière, et si je ne dis pas de bêtises, une fois ou deux en cours de route. Hein. Alors que dans le passé, il y avait tout un tas de rendez-vous, c'était tous les... en théorie tous les 4, 5, 6 ans et en pratique tous les 7, 8, 9 ans. Hein. Voilà, moi pour revenir, il y avait une autre forme aussi d'éducation chez les bourgeois, c'est les précepteurs, c'est-à-dire l'instit particulier, et c'était très nombreux parce que pour leur donner la connaissance de la science, pas seulement savoir lire et écrire
et on le voit, enfin on le sait, que c'était très très important chez eux. Ça fait partie de l'hégémonie de notre sujet. Bien sûr. Il y a tout. Et après, il y a quand même aussi la nécessité de former le peuple, parce qu'il y avait quand même une industrie qui commence à se développer, où il fallait savoir lire, écrire, compter. Il y a des métiers pas trop, mais il y avait des métiers, il fallait faire tant de pièces au truc, il fallait mesurer, calibrer. Donc il ne fallait pas une armée d'illettrés. Bien sûr. Voilà, quoi. Donc l'enseignement mutuel va finir par être voué aux gémonies. Tout le monde va être d'accord pour dire que c'est pas une bonne idée, y compris la Société pour l'instruction élémentaire qui avait été créée pour le mettre en avant, pour le développer. Cette même société va finir par dire oh ben non, c'est pas une bonne idée, et donc l'enseignement mutuel va être déclaré pédagogie non grata, et il y a quelqu'un qui va s'en mêler, c'est le pape qui va interdire l'enseignement mutuel en 1824. Eh oui, le pape va s'en mêler. J'ai une question. Dans cet enseignement mutuel, donc, on peut avoir des élèves donc, qui donnaient des connaissances aux plus jeunes, mais ils pouvaient sortir une certaine élite et qui pouvaient faire peur peut-être à la bourgeoisie, parce que l'enseignement face à l'institut, bon, l'institut c'est lui qui décide de celui qui sort de la classe, qui est un peu plus, disons, intelligent, enfin, plus habile, etc. Par contre, dans le système, je ne connaissais pas du tout ce système de la mutualisation, c'est qu'il pouvait y avoir des répétiteurs là, de qualité et sortir du lot, quoi. Alors, oui, l'enseignement mutuel permettait de faire advenir des élèves très futés, avec l'esprit critique, qui avaient dirigé l'enseignement pour les élèves plus jeunes qu'eux pendant des années, je veux dire 5, 6, 7, 8 ans, on va dire, hein, donc pendant des années, qui avaient fait ça, et qui avaient aussi contribué à l'administration de la justice, c'est-à-dire à régler tous les litiges. Et donc, ils avaient aussi cette compétence-là. Et donc, ça faisait d'eux des gens avec esprit critique, jugement, etc. Oui, mais, où est le mais? Le mais, il est dans le fait que parmi tous ces élèves-là, il y avait des gueux. Alors là, ça ne va plus, là. Donc, dans l'enseignement simultané, compte tenu du coût, il y avait une part de gueux extrêmement réduite. Mais dans l'enseignement mutuel, ils étaient un petit peu plus nombreux. Il y avait peut-être, je ne saurais trop dire, moi, qui arrivait à l'enseignement mutuel, mais peut-être des paysans un petit peu plus argentés, etc. Vous prenez dans toutes ces catégories l'individu qui a un petit peu plus d'aisance financière, etc., ou qui a un tempérament qui le porte vers l'instruction de ses enfants, etc. Et donc il y avait des gueux. Donc ça n'allait pas du tout. S'il n'y avait eu que des fils et filles, mais on va dire fils de bourgeois, tout allait très bien. Mais ce n'était pas le cas. Donc oui, le développement de l'esprit critique. Oui, je ne peux pas savoir si c'est directement lié au problème de l'instruction mutuelle, mais c'est formé, en particulier sous la Restauration et la monarchie de Juillet, une sorte on l'a appelé une aristocratie ouvrière, par exemple chez les typographes. C'était des types qui évidemment connaissaient bien la langue, etc., et qui ont été, en France, les premiers diffuseurs d'une idéologie socialiste. Et la phrase de Thiers,
c'est aussi à eux qu'elle fait référence. Des types comme Charles Noiret, des gens comme ça, ont été les premiers théoriciens socialistes, et chez qui, par exemple, vous trouvez l'idée qu'une société socialiste ou communiste, ça flottait beaucoup, ce serait une société fondée sur l'association. Là-dessus, il y a un bouquin qu'on trouve aujourd'hui difficilement, c'est La parole ouvrière de Jacques Rancière, qui est un recueil de textes de ces gens-là, et qui vous montre bien l'émergence de ce noyau dur ouvrier. Donc ça, c'est encore un autre monde. Oui, c'est encore un autre monde. Au 19e siècle, à partir de la monarchie de Juillet, hein, pas trop avant, mais à partir de la monarchie de Juillet, il y a une floraison de petites encyclopédies, des ouvrages, en général de cette épaisseur-là. Moi j'en ai un chez moi, de cette épaisseur-là, et qui abordait toutes les disciplines, mais qui s'adressait aux ouvriers, pas aux élèves, qui s'adressaient aux ouvriers. Et donc il y a un certain Ambroise Rendu qui a commis un tel ouvrage, et selon les lieux, alors c'était très divers et varié évidemment, il pouvait y avoir des cours du soir, etc., etc. Et on s'appuyait sur ça, sur ces ouvrages, et on y allait. C'était les tout débuts de l'éducation populaire, allez, on va oser l'expression, de l'éducation populaire, des universités populaires, sans mettre de U majuscule, bien sûr, mais c'était les tout débuts. Et ça a eu beaucoup de succès. Et d'ailleurs, c'est ça qui explique, on va y venir après, qu'au moment de la Commune de Paris en 1871, la Société pour l'éducation nouvelle, qui existait bien avant la Commune, hein, elle était prête à présenter des propositions, on va y venir tout à l'heure, à propos de la Commune. Donc, bon, j'ai anticipé, je suis allé vers l'Empire et tout ça, donc je me suis égaré dans les décades et les décades. L'aventure de l'enseignement mutuel, donc, elle aura duré quelques décennies. Je passe maintenant, je reviens en arrière à la monarchie de Juillet, 1830-1848. Donc Guizot arrive au ministère de l'Instruction publique en 1832. Il fait voter sa loi sur l'instruction publique en juin 1833, le 28 juin, et il la transmet aux instituteurs le 16 juillet, accompagné d'une lettre. Ce n'est pas pour la commune seulement et dans un intérêt purement local que la loi veut que tous les Français acquièrent, s'il est possible, les connaissances indispensables à la vie sociale, et sans lesquelles l'intelligence languit, quelquefois s'abrutit. C'est aussi pour l'État lui-même et dans l'intérêt public. C'est parce que la liberté n'est assurée et régulière que chez un peuple assez éclairé pour écouter, en toutes circonstances, la voix de la raison. L'instruction primaire universelle est désormais une des garanties de l'ordre et de la stabilité sociale. Voilà, là vous avez encore une autre illustration que c'est pas pour nous, mais c'est pour eux. Donc, visée de Guizot, on va le dire autrement, très politique, très clairement politique. Il veut assurer la pérennité de la monarchie constitutionnelle, et quand il parle, et ça passe par l'école, évidemment, et ce qu'il appelle le gouvernement des esprits, une expression que Guizot employait fréquemment, et quand il parle de voix de la raison, eh ben c'est celle de la monarchie constitutionnelle, évidemment. Dans cet esprit, l'instruction morale et religieuse devient un élément primordial de l'enseignement primaire. Elle devance la lecture, l'écriture,
les éléments de la langue française et du calcul, le système légal des poids et mesures. On trouve ensuite, donc là c'est l'ordre, hein, c'est l'ordre dans lequel les disciplines sont citées dans le programme. On trouve, donc c'est d'abord celle-là. D'abord l'enseignement moral et religieux, et puis ensuite celle-là. Et on trouve ensuite des éléments de culture désintéressés. Les éléments de l'histoire et de la géographie, et surtout de l'histoire et de la géographie de la France. Et enfin, des éléments de culture pratique. Les éléments de la géométrie et ses applications usuelles, spécialement le dessin linéaire et l'arpentage des notions et des sciences physiques et de l'histoire naturelle applicables aux usages de la vie. Cela fait dire à Françoise Mayer, auteur d'une histoire de l'enseignement, même si Guizot a pris ses distances à l'égard de la Société pour l'instruction élémentaire, il en représente bien l'esprit et il entreprend d'en accomplir les vœux. Voilà ce qu'on peut dire, voilà ce qu'on va dire pour la monarchie de Juillet. La loi de 1833, bien sûr qu'elle a des limites, et il n'y a rien sur l'enseignement des filles, toujours rien sur l'enseignement des filles, il n'y a rien sur la gratuité, par exemple, mais elle représente malgré tout une étape marquante de la longue marche de l'instruction primaire en France. Et d'ailleurs, les républicains, le moment venu, sauront s'en inspirer. Et donc maintenant, 1848 et la Seconde République. 1848, donc Jean évoquait Hippolyte Carnot. Donc 1848 a eu beaucoup de projets, mais n'a pas réalisé grand-chose par la force des choses. Le projet de loi présenté par Hippolyte Carnot le 30 juin 1848... Ah oui, c'est son fils. Oui, c'est vrai, tu as raison, c'est son fils. Non, moi j'ai dit Hippolyte tout à l'heure. Non, toi tu disais... Lazare. Lazare. Les revenus au moment des attention. Donc Hippolyte Carnot, le 30 juin, présente un projet de loi qui était pionnier, puisque tout de même il prévoyait l'obligation scolaire pour les deux sexes et la gratuité dans les écoles publiques. Donc 1848. Mais rien de tout cela n'a vu le jour, puisque les événements l'ont empêché. Mais là aussi, pour les républicains, par la suite, cette chose-là, ce projet de loi a constitué un témoin, une borne symbolique importante, une référence qu'ils ont utilisée abondamment pendant des décennies et des décennies. Donc la Seconde République ensuite a été proclamée le 4 novembre 1848 et elle vota 16 mois plus tard, en mars 1850, la célèbre loi Fallou. Et lors des débats parlementaires, le 15 janvier 1850, Victor Hugo avait fait cette déclaration. Victor Hugo, hein. Je m'adresse donc au parti clérical et je lui dis, cette loi est votre loi. Je ne veux pas vous confier l'enseignement de la jeunesse, l'âme des enfants, c'est-à-dire l'avenir de la France. Je veux ni de votre main, ni de votre souffle sur les générations nouvelles. Je ne veux pas que ce qui a été fait par nos pères soit défait par vous. Après cette gloire, je ne veux pas de cette honte. Voilà. Très beau texte. C'est clair. Hein. C'est clair, hein. Très beau texte, Victor. Attends la suite. Et en fait... T'avais pas fini. Non, si, j'ai fini. Pourquoi cette déclaration aussi catégorique? Eh bien parce qu'il s'insurgeait, Victor Hugo, contre un passage de l'exposé des motifs de la loi. L'instruction est demeurée trop isolée de l'éducation. L'éducation est demeurée trop isolée de la religion. Nous voulons que la religion ne soit imposée à personne, mais enseignée à tous. Mais pour que la religion communique
à l'éducation sa puissance, il faut que tout y concourt à la fois, et l'enseignement et le maître. C'est le but que nous avons tâché d'atteindre, autant qu'on peut le faire, par des mesures législatives en confiant au curé ou au pasteur la surveillance de l'école primaire. Qui parle Victor Hugo. Victor Hugo. Victor Hugo. Non. Là, c'est l'exposé des motifs de la loi Fallou. Victor Hugo réagit à ça. C'est ça qui le met en furie. Voilà. Je crois que j'ai bu trop de traminaire. La loi Falloud, elle va revoir dans la foulée la composition du Conseil supérieur de l'instruction publique, qui désormais va être dominé par les autorités religieuses. Et oui, voilà. Et c'est à lui que reviennent, dit Françoise Mayer, dans son histoire de l'enseignement, les vues à plus longue portée. Localement, pour le quotidien, pour les affaires du quotidien, eh bien ce seront les notables, évidemment, les notables locaux qui auront la main. Vous voyez là, on peut déjà faire une remarque d'étape intermédiaire. On voit le poids de la religion tout au long du siècle qui ne se dément pas et l'appui que la bourgeoisie prend sur la religion sans état d'âme, de manière extrêmement détendue. Hein. Aucun état d'âme là-dessus. Alors, le Second Empire, là non plus, il n'y a pas grand-chose à en dire. Il faut citer la loi Duruy du 10 avril 1867, cette loi qui s'inscrit dans la continuité de la loi Fallou, en fait, de 15-17 ans avant, 1850. La loi Duruy, d'ailleurs, n'abroge pas la loi Fallou, elle la met à jour, tout simplement, et quelquefois de façon assez nette. Une école publique de filles pour les communes de plus de 500 habitants. Premier pas vers la gratuité grâce à la création par les communes de caisses des écoles. L'histoire et la géographie prennent place comme discipline obligatoire dans le programme de l'école primaire. Donc quand même, il y a quelques mouvements. Juste, parce que là, on parle de la France, mais on est dans le comté de Nice. Et j'ai un ouvrage, alors si je ne me trompe pas, la première école de filles qui a été créée à Nice, c'est 1851. Et ben, je dirais que c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a un ouvrage qui est fait par l'Académie niçarde, que je suis abonné, qui parle des femmes du 19e siècle dans le comté de Nice. C'est fort intéressant. Hein. Oui, c'est pas mal. Voilà. Si je ne me trompe pas, hein, ouais, mais c'est cette période-là où j'étais assez surpris. Et ils ont même cité le lieu, je ne me rappelle plus, là, c'est parce que je ne m'étais pas préparé à lire là-dessus. Je pense qu'en France, à l'époque, c'était plutôt une école de filles pour les écoles dans les communes de plus de 5000 habitants, ben, plutôt un genre comme ça. Donc c'est pas mal. Alors, donc, la loi Fallou n'était pas abrogée, c'était quand même ça le problème. Donc l'école restait confessionnelle. Hein, elle restait confessionnelle. On peut penser évidemment que cette situation était le résultat d'un arbitrage. Il y avait eu les requêtes des milieux patronaux et des milieux économiques et les requêtes de l'Église. Et l'arbitrage était tombé du côté des requêtes en faveur des requêtes de l'Église. Bon, Françoise Mayer ajoute une autre explication, mais qui recoupe la première. Les progrès du mouvement de scolarisation s'appuient maintenant sur un consentement et des aspirations de plus en plus nettes de l'opinion, enfin acquises dans toutes ses couches au bienfait de l'instruction. Voilà. Ça explique un peu les mouvements qu'opère quand même la loi Duruy. Retenons finalement cette idée du Second Empire, les progrès de l'industrialisation, du machinisme ont entraîné d'un côté
l'exploitation forcenée de millions de travailleurs. Ça, ce sont des choses qui sont quand même assez connues, qui ont été largement documentées ou illustrées, dont Marx et Engels se sont fait l'écho dans leurs œuvres. Et puis de l'autre côté, eh bien, il y a eu la création d'emplois nouveaux qui s'est traduite, elle, par des besoins nouveaux. Ce furent des progrès lents, bien entendu, mais quand même des progrès inexorables également de la demande d'éducation exprimée à la fois par les milieux patronaux et par les certains milieux populaires à l'époque. De sorte que, ça c'est une contextualisation par anticipation du moment Ferry, de sorte que quand va venir le moment Ferry, les années 1880, eh bien, quand même, beaucoup de choses ont déjà bougé. L'alphabétisation a déjà bien augmenté. Le moment Ferry n'arrive pas sur une table rase. Il ne faut surtout pas croire ça. Alors maintenant, la Commune de Paris de 1871. Là, nous sommes propulsés à l'autre bout, hein, à l'autre extrême du champ politique, c'est-à-dire du côté où les prétentions de la bourgeoisie sont contestées, et radicalement, et où sont formulées des propositions complètement différentes. Je fais remarquer, et j'insiste pour le faire remarquer, que Françoise Mayer, qui a pourtant écrit une très belle histoire de l'enseignement, ne dit pas un traître mot de la Commune de Paris. Vous voyez? Donc là, vous avez aussi, je le relève souvent, ça fait des dizaines et des dizaines de fois que je relève ce genre de détails, entre guillemets. Vous avez aussi là une illustration de l'invisibilité organisée autour de certaines étapes de notre histoire, certains chapitres de notre histoire. Mais enfin, nous avons quand même la chance de disposer de nombreuses histoires réalisées par des auteurs proches du mouvement ouvrier, etc. Et puis tout récemment, un certain Jean-François Duperron, qui est prof à l'université Montaigne de Bordeaux, nous a proposé une histoire de l'œuvre scolaire de la Commune de Paris. Et donc là, on dispose d'une analyse extrêmement intéressante. Alors, quelques petites choses significatives. Le 1er avril 1871, 15 jours après le début de la Commune, la société L'Éducation Nouvelle est reçue à l'Hôtel de Ville et le journal officiel du 2 avril, le lendemain, en rend compte. On découvre dans le compte-rendu du JO que la délégation a présenté un projet cohérent. Elle demande que l'éducation soit considérée comme un service public de premier ordre. L'école doit être laïque, gratuite et obligatoire pour les deux sexes. L'instruction doit être rationnelle, intégrale. Alors ce mot intégral, évidemment, il faudrait le commenter. À l'époque, il était employé avec un fort sens, très chargé de sens. L'instruction doit être rationnelle, intégrale et s'appuyer sur la méthode expérimentale. Et le JO précise pour terminer qu'il a été répondu aux délégués que la commune était complètement favorable à une réforme radicale de l'éducation dans le sens qu'il indiquait, qu'elle comprenait l'importance capitale de cette réforme et qu'elle considérait la présente démarche comme un encouragement à entrer dans la voie où elle était résolue à marcher. Voilà, les actes vont suivre le 2 avril, le lendemain, le même jour, dans le même JO, qui dit ça, un décret proclame la séparation de l'Église et de l'État.
Et la construction de l'école, donc l'expression de l'époque, de l'école laïque, gratuite et obligatoire, est immédiatement engagée. Dans d'autres domaines également, des mesures importantes sont prises. Elles sortent de notre sujet qui est l'école, mais nous allons les citer quand même pour nous faire plaisir. Alors les voilà. Instauration du service militaire obligatoire. Élection des fonctionnaires. Légitimation des enfants illégitimes. Oui. Limitation des traitements à 500 francs par mois. Instauration d'un salaire minimum dans les contrats de travaux publics. Interdiction du travail de nuit des ouvriers boulangers. Interdiction des retenues pour amende sur les traitements et les salaires. Transformation des usines abandonnées par leurs propriétaires en coopératives ouvrières. Adoption du drapeau rouge. Ah ben oui. Mais bon, vous connaissez la suite. Bien sûr, la Commune de Paris a été isolée dans une France hostile également, et donc aucune négociation avec Versailles ne sera possible, et Versailles veut la liquidation de toute façon de ce mouvement, et il l'obtiendra au cours de la Semaine sanglante, du 21 au 28 mai 1871, 12 000 déportations prononcées par la justice. Le quart de la population ouvrière de Paris est touchée d'une manière ou d'une autre. Coup très dur pour les mouvements socialistes français, bien sûr, pour une analyse extrêmement éclairante de la Commune de Paris après coup, eh bien, la guerre civile en France de Karl Marx. Et Jean I... C'est pas après coup, hein. Non, c'est pendant, mais je veux dire, ça a été connu après coup. Oui, Quoi. Ça a été connu après coup. Non, c'est écrit pendant la guerre civile. C'est ça aussi qui est extraordinaire, mais disons que ça a été connu après. Le moment Jules Ferry. Est-ce qu'on ne dit pas un mot de Louise Michel? Ah, oui, bien sûr, il y aurait aussi ça. C'est vrai. C'est vrai. J'y ai pas pensé. Ouais, J'y ai pas c'est pensé. juste C'est grave. Ah, c'est grave, docteur. Oui, c'est vrai. Il y aurait, ce serait une histoire de la Commune à faire. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais bon, il y aurait plein de... Ben, les Amis de la Liberté et d'autres associations, on a inauguré le boulevard Thiers, Louise Michel. Ouais. Et il reste encore des bouts. Des bouts, ouais, qu'ils n'ont pas pu enlever, je ne sais pas pourquoi. D'accord. C'était l'an passé, hein, pour le 150e Oui. anniversaire. Là où il y a la litière, c'est celle qui va de la gare. Ouais. Non, j'ai pas prévu de parler de Louise Michel. Parce que la commune, il y a deux éléments qui sont liés. C'était la laïcité et l'éducation. En quelques mois, ce mouvement a apporté énormément à la société française. Hein. Ah oui, un réservoir d'idées, un réservoir de symboles, d'idées, etc. Voilà. Et quand on voit la formule du JO, école laïque, gratuite et obligatoire, c'est la formule de Ferry et de la Troisième République. C'est la même formule. Et c'est pas tout à fait le même ordre, mais bon. Alors, le moment Jules Ferry, une petite contextualisation avant d'entrer dans quelques informations sur cette période. Le 19e, ça vous le savez, il a été marqué par un fort développement du capitalisme, fort développement industriel. De nouvelles activités et de nouveaux emplois sont apparus tout au long du siècle. La force de travail, le contrat de travail, la force de travail devient une marchandise. La force de travail devient une marchandise sous l'empire de cette nouvelle création sociale qui est le contrat de travail. À mesure que les années passent, la formation de cette force de travail accroît tout doucement mais inexorablement un petit peu plus d'importance.
et au fil des décennies, ça va finir par se voir, et la formation va devenir inexorablement, au fil des décennies, une grande affaire. On l'a un tout petit peu évoqué il y a quelques instants. Ça, c'est le climat de long terme, le trend. Et il y a deux événements qui vont accélérer les choses, qui vont venir cristalliser les idées, précipiter au sens chimique du terme les idées. Le premier, eh bien, c'est la défaite française face à la Prusse, ne nous trompons pas, en 1870. Et puis le second, c'est eh bien, cette fameuse commune de Paris de 1871, où les gueux s'étaient mis en tête d'administrer, de gouverner le pays sous tous ses aspects. Ça, horreur intégrale, et ils l'ont payé cher. Donc, l'accord va se faire sur une visée générale en matière d'enseignement que Foucambert exprime ainsi. Garantir le passage d'une société rurale et paysanne à une société urbaine et industrielle, et prendre en charge l'adaptation à d'autres formes de travail, d'habitat, de relations, d'administration. Donc il faut convaincre la population d'accepter la légitimité d'un nouveau contrat social. Dans le cadre duquel, dit Foucambert, le développement industriel garantira à tous, en échange du travail et de la discipline, la sécurité, la justice et les perspectives illimitées de progrès matériel et social. On peut encore fournir quelques petits éléments de contexte. C'est dans ce contexte-là, par exemple, que vous voyez que l'on peut situer des gens comme Auguste Comte, Émile Durkheim. Par exemple, la question du niveau de formation doit être donc repensée à nouveau frais après la raclée de 70 et après l'avertissement sans frais de 71. Et vous savez, les gueux, le peuple partit à l'assaut du ciel. Donc, il faut repenser tout ça. Et, comment dire, Ferry va le dire à sa manière. Si l'emprise cléricale sur l'école se perpétue, il est à craindre, d'autres écoles ne se constituent ouvertes aux fils d'ouvriers et de paysans où l'on enseignera des principes inspirés peut-être d'un idéal socialiste ou communiste, emprunté à des temps plus récents. Par exemple, à cette époque violente et sinistre comprise entre le 18 mars et le 24 mai 1871. Notre ami Ferry dit ça devant ses petits amis et ses amis du Conseil général des Vosges. C'était un élu des Vosges. Hein. Et donc là, on voit bien, ça c'est net, et c'est en 1879 que ces propos sont tenus, bien avant le passage à l'acte. C'est clair, c'est à l'école du peuple que Ferry veut barrer la route en priorité. Hein, à cette école du peuple qui risquerait de se développer si on ne faisait rien. Bien plus qu'à l'école des frères des écoles chrétiennes. Contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire. Ça fait partie des thèses contre-intuitives que je développe. Et personne, enfin nulle part, on apprend ce genre de choses. Hein, nulle part. Bon, à partir d'un tel projet, il ne s'agit pas du tout d'aider les classes dominées à développer les savoirs qui leur permettraient de transformer le système, surtout pas, en particulier dans ce qu'il a d'inégalitaire, pas du tout. Il s'agit, dit Foucambert, hein, de transvaser davantage de savoir sans partager pour autant le pouvoir. De transmettre un savoir qui puisse se réinvestir dans l'économique, mais pas dans le politique.
Voilà. Autrement dit, Instruire. mais pas trop, quoi. Un poco, ma non troppo. Ein bisschen, aber nicht zu viel. A little, but not too much. Ça, c'était la séquence pédagogique individualisée. Et pour mon ami autrichien. On l'a bien dit. Très bien. Rétrospectivement, sous cet éclairage, on comprend pourquoi, et là je reviens à l'enseignement mutuel, on comprend pourquoi les classes dominantes se sont rapidement ravisées sur l'enseignement mutuel, parce qu'elles ont finalement, elles ont fini par comprendre qu'elles s'étaient elles-mêmes engagées dans une mauvaise direction et qu'elles se tiraient une balle dans le pied. Pour Foucambert, ce pari de Ferry de clore l'ère des révolutions a été gagné. Il a réussi à instruire en détournant contre le peuple l'instruction que celui-ci revendiquait pour son émancipation. Ah, tu veux de l'éducation, tu vas en avoir. Oui, mais c'était pas pour l'émancipation. Alors, quel est le juge de paix concret, pratique, tragique de cette réussite? Eh bien, c'est la submersion de la France en 1914 par l'Union sacrée, par l'idée d'Union sacrée. Là, on voit que l'école de la Troisième République, elle a rempli son rôle, elle nous a tous bourré le mou, et nous sommes tous partis en guerre, la fleur au fusil. Conclusion de toute cette histoire. Donc, l'école apparaît clairement comme un projet politique de part en part. Première chose. Il s'agit de la faire contribuer, l'école, à la domination économique, politique et idéologique de la classe dominante. Je rappelle l'expression de Althusser, appareil idéologique d'État, dans les années 70. Ça correspondait à ça. Bien sûr, les choses sont un tout petit peu, comme toujours, un tout petit peu compliquées que ce que je viens de dire. La classe dominante, déjà, elle n'est pas faite d'un seul bloc. Il peut y avoir des fractions, telle ou telle fraction de classe qui peut imposer ses vues à tel moment, telle autre fraction impose ses vues à telle autre, etc., etc. Ça, ce sont des choses complexes, évidemment. Ou bien aussi, la classe dominée peut quelquefois arriver à placer ses pions. Hein. Je ne vais pas prendre le 19e, mais je vais prendre le 20e. Le grand exemple, c'est à la Libération, la classe dominée, elle a réussi à faire avancer quelques grandes questions. Mais on est aussi frappé, je vais finir là-dessus, par la grande franchise avec laquelle tous ces gens s'expriment. C'est quand même hallucinant. Et ce sont tous des hommes politiques de premier plan, des idéologues de premier plan, etc. Donc, on est quand même étonné. Mais il faut bien voir qu'à l'époque, c'est ça aussi qu'il faut mesurer, nous ne sommes plus dans la même société. À l'époque, ces propos ont été tenus, même s'ils étaient tenus à l'Assemblée nationale, à l'époque, c'était un cénacle fermé sur lui-même. On pouvait dire à peu près ce qu'on voulait, j'exagère peut-être en disant ça, mais on pouvait s'exprimer assez librement, et les gueux, ça n'allait pas arriver aux oreilles des gueux. Donc, pas de souci. On pouvait s'exprimer sans retenue, sans crainte de provoquer un tsunami politique. Si des chercheurs n'étaient pas allés chercher ces propos du Conseil général du Calvados, on n'en saurait encore rien. C'est pas vieux, hein. C'est une affaire qui date de 15 ans. C'est dans un ouvrage sur l'enseignement mutuel que j'ai trouvé ça. Sur le coup, je me suis dit, mais je rêve ou quoi, hein. Voilà, et bien, ça sert aussi à ça, la recherche. De nos jours, c'est terminé, évidemment. De nos jours, quand on s'exprime entre compères, on met
sa main devant sa bouche pour qu'on ne puisse pas deviner. Vous avez déjà vu ça à l'Assemblée nationale, les ministres qui mettent leurs mains devant leur bouche pour qu'on ne sache pas, ou bien c'est pour qu'on ne sente pas leur mauvaise haleine éventuellement. Voilà, l'histoire est terminée.